Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aux États-Unis, la ville de Buffalo est aujourd'hui quelque part entre le deuil, la colère après l'assassinat de 10 personnes par un suprémaciste blanc. L'auteur de cette attaque, âgé de 18 ans, a visé un quartier noir défavorisé de cette ville de l'État de New York et il a laissé un manifeste complotiste dans lequel il se revendique raciste et antisémite. Je voulais revenir sur ce massacre avec vous, Sylvie Laurent. Bonjour. Vous Bonjour. êtes historienne, vous êtes spécialiste des États-Unis et on vous doit Pauvre petit blanc aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes également professeur à Sciences Po. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est ce mouvement, le suprémacisme blanc. Que veut-il? Qu'a-t-il déjà réalisé, hélas, aux États-Unis? Bref, si vous deviez nous dessiner en quelque sorte le portrait de ce mouvement politique. Alors avant d'être un mouvement politique, ou en tout cas de s'incarner sous une forme activiste comme celle tragique qui vient de s'exprimer à Buffalo, la suprématie blanche, c'est finalement l'appareil idéologique, l'espèce de grand paradigme qui veut que la population blanche soit aux États-Unis, comme dans un certain nombre d'anciennes colonies britanniques, naturellement destinée à dominer le reste de la population, principalement évidemment les immigrants, les Noirs et les Amérindiens. Et ça a été l'idéologie qui a présidé à la construction des États-Unis, à son évolution. Et puis le pays a évolué et il est apparu aux yeux de certains que cette idéologie matricielle, qui veut qu'il y ait une hiérarchie clairement exprimée dans les institutions du pays, que la perte relative de la prédominance de cette idéologie était une tragédie, était un fardeau, était une contradiction par rapport aux idéaux du pays. Et donc, elle s'est traduite, cette idéologie de la suprématie blanche, tout au long de l'histoire américaine, par le fait de s'insinuer discrètement au sein des principaux partis politiques et de trouver une forme extrême, en particulier depuis les années 70 et 80, au sein de petits groupes qui veulent revenir à la forme la plus pure, la plus inaltérée de domination blanche, flirtant avec ce qu'a été le Sud esclavagiste, avec le nazisme ou avec l'extrême droite européenne. Donc on passe, le changement d'échelle, c'est l'idéologie générale qui encadre les structures du pays et sa forme presque terroriste parmi ceux qui considèrent que cette idéologie a été perdue et qu'il faut la regagner. Alors, justement, si on refait l'histoire des États-Unis, Sylvie Laurent, pour tenter de rattacher ce mouvement, le suprémacisme blanc, à ce qu'a été ce pays dans son passé, dont vous avez évoqué l'esclavagisme, on sait qu'il y a des mouvements racistes comme le Ku Klux Klan. A-t-on affaire finalement à une forme de continuité? S'agit-il d'une rupture aujourd'hui lorsqu'on évoque le suprémacisme blanc? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une rupture. C'est même au contraire la chose la plus américaine qui soit. L'histoire des États-Unis, qui sont, rappelons-le, une société coloniale, c'est une forme de tropisme obsidional. Un sens extrêmement aigu de l'autodéfense et de la menace qui vient de ceux qui conspirent à prendre le pouvoir aux Blancs. Il s'agissait initialement, bien sûr, des Amérindiens qui eux-mêmes, se défendant contre la dépossession de leurs terres, entamaient une résistance qui était vécue comme une attaque, puis la peur des révoltes noires, puis la peur de cette espèce de reconquista que les Mexicains pourraient entamer pour reprendre le pouvoir, et ce à quoi s'est agrégé un antisémitisme classique et une haine des immigrés à partir de la fin du XIXe siècle. Donc il n'y a rien de plus américain que cette espèce de syndrome de la dépossession, cette idée selon laquelle la société blanche, naturelle, la première démocratie de la sphère occidentale, était menacée par une forme de contre-réaction qui viendrait des marges de la société. Cette menace a-t-elle été sous-évaluée? Alors elle l'a été très certainement par Donald Trump, mais plus généralement, Sylvie Laurent, cette tuerie rappelle-t-elle qu'il y a eu peu d'efforts de fait par la police, par les autorités pour lutter contre ces mouvements?
Alors, ce qui se passe depuis, disons les années 80, c'est que une frange extrémiste visant à réinstituer un pouvoir masculin, raciste, hétéronormé, et cetera, s'est incarnée sous la forme de petits groupuscules, dont on connaissait certains, le Ku Klux Klan évidemment, mais d'autres principalement autour d'une nébuleuse qu'on pourrait appeler le white power, c'est-à-dire le pouvoir blanc. L'idée de reconquérir par les armes et d'avoir une haine recuite mais clairement exprimée. Cette menace, elle est connue depuis des années, mais tout particulièrement, singulièrement depuis le début des années 2000, le FBI a mis en cause les pouvoirs publics pour leur espèce de négligence, douce négligence à l'endroit des menaces d'attaques terroristes de la part de ces extrémistes blancs. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, les services de sécurité américains ont mis en garde contre un certain nombre d'attentats qui étaient en germe et que l'on attendait. Certainement, il y a une forme de complaisance ou en tout cas de sous-estimation et peut-être aussi de lecture d'analyse du paradigme. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment lorsque un jeune blanc prend les armes et va massacrer, comme ça a été le cas à El Paso, des hispaniques, à Charleston des noirs et ici encore à Buffalo des noirs ou à Pittsburgh des juifs dans une synagogue, on parle d'un loup solitaire, d'un acte isolé. Et ce faisant, on se trompe en ne voyant pas qu'il y a un mouvement politique coordonné, quelque chose qui unit ces différents mouvements par les réseaux sociaux, mais aussi par un socle littéraire, idéologique commun qui fait que l'on peut parler d'une forme de radicalisme, d'entreprise terroriste. Et tant que les choses n'auront pas été lues comme telles, qu'il existe un terrorisme domestique organisé aux États-Unis, il y aura une faillite dans la capacité à prévenir et à contrer ces attaques qui sont appelées à se renouveler. Voilà, alors c'est essentiel ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à l'acte d'un déséquilibré, d'autant qu'il y en a eu plusieurs et différents que vous documentez, Sylvie Laurent. On a affaire à une idéologie, à un corpus, en tout cas, qui est mobilisé dans différents massacres. Est-ce que l'on peut considérer que c'est une aile, par exemple, extrémiste du Parti républicain? C'est à l'extérieur du Parti républicain? Comment ça s'articule avec la scène politique traditionnelle, je mets ce terme entre guillemets, sachant que l'expression de ce type d'opinion est autorisée aux États-Unis? On peut être librement un suprémaciste, le faire ouvertement, ou bien il faut le faire de manière souterraine? Alors, une fois encore, le terme de suprématie blanche est un petit peu délicate à utiliser parce qu'il s'agit vraiment d'une idéologie structurante de la société américaine. Aux États-Unis, on parlerait plutôt de white nationalist, c'est-à-dire plutôt l'idée d'un ultranationalisme blanc. C'est la norme du Parti républicain. On considère qu'à peu près un sondage récent a établi que un tiers des Américains se disent officiellement convaincus qu'il y a une entreprise de génocide blanc qui est à l'œuvre aux États-Unis. Alors on parle beaucoup de la théorie du remplacement qui n'est finalement que le nouveau label donné à cette idée de la menace démographique. Et donc le Parti républicain est depuis les années 70 clairement inscrit dans cette idée qu'il faut défendre une majorité blanche en voie de minoration. Et donc, à la fois, le Parti démocrate ne peut pas se solidariser avec des actes d'extrême violence, y compris avec son volant antisémite, qui a été répudié au sein du Parti républicain depuis des années. Vraiment, il est inconvenant d'être clairement antisémite. En revanche, affirmer des convictions racistes à l'endroit des immigrants hispaniques ou des Noirs qui seraient des criminels, des asociaux incapables de s'intégrer, prompts à la violence, ça, c'est une idéologie parfaitement défendue et on en retrouve la forme la plus extrême, non seulement chez ces activistes terroristes, mais dans certaines incarnations du Parti démocrate, de Fox News, aux élus du Sénat ou de la Chambre des représentants, qui, mezzo voce, déploient une rhétorique parfaitement similaire. Ils n'appellent pas à prendre les armes, mais ils appellent au droit de porter des armes et à l'agression contre laquelle il faudrait se défendre face aux minorités. Donc si vous connectez ensemble les différents points du grand récit, c'est l'idée selon laquelle, plus que jamais, l'Amérique blanche est en danger, elle est en péril, on va la déposséder et il faut la défendre. Alors justement, puisque vous venez d'évoquer Fox News, l'une des incarnations, l'un des personnages qui parle le plus fort sur ces questions-là, s'appelle Tucker Carlson. Je vous propose de l'entendre.
Je ris parce que c'est l'une des 10 histoires à ma connaissance que vous nous rapportez où le gouvernement affiche une préférence pour les gens qui ont montré un mépris absolu pour nos coutumes, nos lois, notre système lui-même, et ils sont mieux traités que les citoyens américains. Alors maintenant, je sais que la gauche et tous les petits gardiens du temple de Twitter deviennent littéralement hystériques quand vous utilisez le terme remplacement, si jamais vous suggérez que le Parti démocrate essaye de remplacer l'électorat actuel, les électeurs qui votent maintenant par de nouvelles personnes, des électeurs plus fidèles, issus du tiers-monde. Mais ils deviennent hystériques parce que c'est ce qui se passe réellement, disons-le simplement, c'est vrai. Alors, ce que vous rappeliez, Sylvie Laurent, un tiers des Américains pensent qu'il y a effectivement un grand remplacement en cours et notamment un grand remplacement politique. C'est-à-dire, comme vient de le dire Tucker Carlson, c'est une entreprise politique menée par les démocrates parce qu'ils savent, sinon, dit Tucker Carlson, qu'ils vont perdre les élections. Alors ça, c'est la rationalisation a posteriori de ce qui est la peur anthropologique dont je vous parlais précédemment, que les Blancs seront remis en cause dans la domination absolue qu'ils ont exercée depuis les origines du pays. Tucker Carlson, c'est la figure médiatique emblématique de ce que Fox News est devenu, c'est-à-dire une chambre d'écho de cette porosité entre cet extrémisme droitier dont on pensait qu'il était marginal et le cœur du parti républicain. C'est l'animateur de télévision le plus populaire sur Fox News. Il rassemble près de 3 millions quotidiennement de fanatiques, qui sont évidemment ceux qui défendent Donald Trump et cette vision extrêmement sécuritaire de la vie américaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui aussi un diplômé d'une université brillante, qu'il vient de la bonne société américaine, mais qu'il se pose comme un populiste qui défend les vrais blancs du cru face aux globalistes, aux élites. Et donc la dernière itération de ce sentiment que les blancs, les masculins, les hommes blancs masculins et dominants sont menacés, c'est cette idée selon laquelle le grand remplacement n'est pas seulement une opération démographique visant à effacer les blancs, mais une opération organisée, orchestrée par le Parti républicain pour que les minorités aient la majorité des votes et que par conséquent, ils puissent gagner les élections, ce qui ne manque pas de sel lorsque l'on sait que la réalité, c'est une opération depuis des années du Parti républicain, pardonnez-moi, pour redessiner les cartes électorales, manipuler les circonscriptions afin que les votes des populations blanches et rurales soient surreprésentés lors des élections, ce qu'elles sont déjà au Sénat. Donc il y a là quelque chose de classique, c'est-à-dire un populiste médiatique qui en fait beaucoup sur cette espèce de conspiration généralisée qui rassemble 3 millions d'Américains, essentiellement des hommes de plus de 55 ans, plutôt éduqués, très favorables à Donald Trump. Et alors, peut-être la question qu'il faudrait se poser, puisque 3 millions, ça n'est pas énorme, enfin, pour la télévision, c'est beaucoup, mais à l'échelle des États-Unis, ça n'est pas beaucoup, c'est la façon, finalement, dont cette idéologie quotidiennement répétée sur cette chaîne ruisselle dans les différents aspects de la société, puisque les différents assassins, les différents terroristes dont nous avons parlé sont en général de très jeunes gens, entre 18 et 20 ans, qui ne sont a priori pas les principaux auditeurs de Fox News, mais qui récupèrent par la bande cette idéologie-là par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que derrière les 3 millions, il y a ensuite toute une pléthore de réseaux sociaux, de chaînes de radio et d'institutions intermédiaires qui font que cette idéologie, qui a été la règle et la norme pendant très longtemps, devient aujourd'hui une forme de lieu commun. Et Tucker Carlson, c'est ceci. C'est la transformation en lieu commun d'idées racistes qui avaient été délégitimées après les années 60 et le passage des droits civiques, et qui regagnent une forme de rationalité puisqu'on les couvre d'une explication parfaitement rationnelle sur le vote, sur la démographie et sur l'entreprise de dépossession des Blancs à laquelle on donne des exemples précis.
Et c'est bien entendu, alors là c'est quelque chose de classique, c'est une forme donc de représentation du réel qui a pris largement son essor sur les réseaux sociaux, qui s'articule avec des théories conspirationnistes. Elle est en soi une théorie complotiste, par exemple du vote, on l'a vu, Sylvie Laurent, mais tout cela fait boule de neige avec par exemple les QAnon dont on a vu l'importance autour de Donald Trump. Oui, c'est-à-dire qu'il existe, ce qui me gêne un petit peu lorsqu'on parle de QAnon, c'est qu'on a le sentiment que la seule façon de les envisager est par la dérision. On a le sentiment d'une espèce de poignée d'extrémistes un petit peu risibles par le caractère tout à fait loufoque de leurs croyances sur une grande cabale de pédophiles. La réalité, c'est que la grande conspiration fondamentale est celle qui préside à l'idéologie qui est majoritaire aux États-Unis, visant à dire que les Blancs sont en danger. Et si vous voulez, on parlait beaucoup de Tucker Carlson, mais il est très emblématique de cela dans sa capacité à diffuser dans la société des grandes conspirations qui deviennent un lieu commun. Je vous donne un autre exemple, puisque on connaît beaucoup le grand remplacement. L'idée selon laquelle les bastions de l'élite blanche que sont les universités seraient gagnés en sous-main par l'intrusion et la contamination d'un certain wokisme, de minorités agissantes, de femmes hystériques et de noirs fanatisés qui viendraient remettre en cause le corpus éducatif, les blancs, les institutions qui présidaient. C'est une autre façon d'apporter une théorie de la conspiration et ça devient un lieu commun parmi un nombre invraisemblable d'élus républicains, on l'entend y compris en France, cette idée selon laquelle le véritable danger vient des minorités. Le véritable danger, ceux qui conspirent à nuire à l'identité américaine, ce sont les antiracistes et les féministes. Et ce mouvement-là est apparu non pas tant à la faveur de l'élection de Donald Trump, mais à la faveur des grandes manifestations de l'été 2020, où des millions d'Américains, dans une espèce de sursaut de conscience, près de 20 millions d'entre eux, ont marché dans les rues pour dire que bien finalement, en effet, la suprématie blanche était beaucoup trop ancrée dans la société américaine et qu'ils ne se reconnaissaient plus dans ce pays-là. Et dans les mois qui ont suivi, on a vu une floraison sur les réseaux sociaux, dans la vie politique et dans la nouvelle génération d'élus, cette idée selon laquelle cet antiracisme là, finalement, c'était beaucoup trop. Il avait été trop loin et que c'était un danger pour l'identité américaine et qu'il fallait se méfier du woke. Et donc, dans une espèce de tentative de manipulation et d'effacement de la réalité des oppressions, ce sont les minorités et les femmes qui deviennent le danger et les Noirs en particulier. Et rappelons que sur la profession de foi rédigée par ce jeune terroriste de Buffalo dont nous parlons, s'il parle des immigrés à peu près 13 fois, il parle de la théorie du grand remplacement 12 fois, il dit deux choses intrigantes, il dit pour ce qui est des juifs, finalement moi je ne suis pas tellement antisémite parce que leur taux de natalité n'est pas inquiétant et puis il y a moyen de les maintenir sous le boisseau. En revanche les Noirs sont le danger parce qu'ils manifestent et parce que jamais autant une minorité à qui on a tant donné ne réclame autant. Et c'est vraiment la négrophobie qui est structurelle et qui s'articule à cette idée que l'État social en fait trop pour eux, que sur les campus, ils demandent beaucoup trop, qu'ils sont fanatisés et qu'on a été trop complaisant. Et l'on retrouve cela dans la bouche de Donald Trump, de Ron DeSantis en Floride, de J.D. Vance, cet écrivain qui a été élu dans l'Ohio à la primaire républicaine il y a peu. Et tous ces gens sont éduqués, tous ces gens savent très exactement la manipulation à laquelle ils participent, mais simplement, ça devient extrêmement populaire de dire que les campus, les États, les minorités agissantes dans les quartiers populaires sont un danger. Sylvie Laurent, vous êtes historienne, on vous doit notamment Pauvre petit blanc aux éditions de la MSH. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, vous serez rejointe par le chercheur à l'université de Montpellier, Nicolas Lebourg. On évoquera justement ces 180 pages qu'a laissé l'assassin qui a provoqué le massacre de Buffalo aux États-Unis. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on revient à la tuerie raciste de Buffalo aux États-Unis. 10 personnes sont mortes, majoritairement noires. Et le tueur a laissé
un document écrit où il explique ses motivations politiques et racistes. C'est une manière de voir que de l'autre côté de l'Atlantique, l'idéologie du grand remplacement s'est largement invitée à la fois dans les actions de ces tueurs, mais aussi dans le débat public, comme on a pu l'entendre. Cette idéologie est promue sur de grandes chaînes de télévision, elle enfièvre les esprits. On en a parlé avec vous. Sylvie Laurent, vous êtes historienne, professeure à Sciences Po, spécialiste des États-Unis. On vous doit notamment Pauvre Petit Blanc aux éditions de la MSH. Et puis nous sommes en duplex avec Nicolas Lebourg. Bonjour. Bonjour. Nicolas Lebourg, vous êtes chercheur à l'Université de Montpellier et spécialiste de l'extrême droite. Peut-être quelques mots sur l'idéologie du grand remplacement qui est née en France. Né en France, ça dépend. Cette expression née en France, en soi, elle n'est pas née en France. La façon dont le terroriste en parle dans son manifeste, comme M. Tarrant avant à Christchurch, il en parle en l'appelant le génocide blanc. Le génocide blanc, c'est une expression qui naît dans les milieux néo-nazis américains en 1972. C'est l'équivalent de notre grand remplacement. Ça dit, par contre, il y a une légère différence, c'est qu'il y a Zog. Zog, c'est le gouvernement d'occupation sioniste, c'est le gouvernement juif mondial caché derrière le gouvernement démocratique qui organise ce grand remplacement. Et ça, cette idée-là, effectivement, on la trouve en France. Dès la Libération, entre 1944 et 1949, s'est mis en place dans la presse d'extrême droite cette idée que le complot juif mondial est en train d'essayer de détruire l'Europe par l'immigration massive. Mais en soi, voilà, cette expression de grand remplacement, elle ne recouvre pas une théorie politique, comme on le dit souvent, une théorie politique complexe. Elle correspond à cette mythologie raciale qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi, je pensais au livre de Renaud Camus, le livre éponyme intitulé le Grand Remplacement. Oui, alors c'est Renaud Camus qui effectivement trouve cette formule qui est tout à fait judicieuse, la preuve, vu la façon dont elle a fait mouche. Monsieur Camus, lui, au contraire, a beaucoup insisté ces dernières années qu'il ne voulait pas mettre en avant l'idée qu'il y aurait un grand complot organisateur. Alors au départ, dans ses textes, il avait quand même dit que c'était les intellectuels, les journalistes, les hommes politiques juifs qui avaient fait reculer la conception raciale de la citoyenneté, mais effectivement, il ne défend pas l'assimilation entre le grand remplacement et le white genocide, ni cette idée du gouvernement secret juif. Mais alors, parce qu'il le fait de manière... Alors, c'est un peu curieux. Bon, j'imagine que les lois sur l'expression des assertions racistes ne simplifient pas la tâche pour ce genre de personnes. Mais alors, par exemple, dans le grand remplacement, il prête, c'est un peu contourné, il prête à Valéry Giscard d'Estaing l'idée selon laquelle la négation de la race juive, la négation de l'idée qu'il existerait une race juive et finalement là aussi un complot juif, ce qui permettrait donc de déracialiser le monde qui serait en réalité de manière évidente racialisé avec un certain nombre de luttes entre certaines races pour en remplacer d'autres. Oui, donc tout à fait, il y a cette dimension. Il y a l'idée chez Camus qu'il y a un nomadisme juif qui va vers le cosmopolitisme et qui donc a fait reculer l'attachement racial à la nation, le rapport entre race et nation. Cette problématique-là, elle existe chez lui, mais... Voilà, la façon dont Tarrant ou le terroriste du Buffalo Gendron conçoivent les choses doit aussi quand même beaucoup à des traditions endogènes. Mais de toute façon, en fait, en deux mots, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on appelle le nationalisme blanc. C'est une idéologie foncièrement mondialisée, foncièrement transnationale, où on s'échange des symboles, on s'échange des idées, on s'échange des mots, on s'échange des modes d'action. Le terroriste, là, dans son manifeste, fait référence à l'accélérationnisme, qui est une des tendances actuelles de l'extrême droite radicale, et qui a aussi une tendance complètement globalisée, des gens qui dépassent complètement l'idée de nation. La nation, c'est la race. La nation, c'est le sang. Et si vous êtes blanc, vous avez plus à voir avec un blanc qui a des milliers de kilomètres de vous qu'avec votre voisin s'il est d'origine maghrébine. C'est lui, votre nation. Sylvie Laurent. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il y a en particulier, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'internationalisme de ce pouvoir blanc dans ce qui constitue les anciennes colonies britanniques, qui sont des colonies de peuplement blanc, que sont l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce sont des sociétés qui ont été des sociétés dominantes, qui sont devenues ou qui ont toujours été multiculturelles et qui trouvent dans cette espèce d'échange de références
références d'extrême droite, une espèce de ciment intellectuel commun, mais ne nous y trompons pas. C'est très chic de nommer Renaud Camus, de même qu'il était très chic quelques années plus tôt, et encore récemment, de faire retraduire Le Camp des Saints de Jean Raspail, qui était aussi peut-être quelques mots pour présenter le Camp des Saints de Jean Raspail. Fin des années 70, un roman publié en France qui est une espèce de dystopie sur la façon dont l'Occident est submergé par des vagues de musulmans qui viendraient mettre à mal la citoyenneté française, cette civilité qui nous caractérise, cette civilisation en danger. Et donc, il y a une description, pour le moins, d'un racisme crasse du musulman, de l'arabe. Et on retrouve un petit peu ça, si vous voulez, en 2005 avec l'idée de Eurabia. Cette idée selon laquelle l'islam, avec l'aide des gouvernements, en particulier de gauche en Europe, enverrait des hordes de va-nu-pieds musulmans conquérir l'Europe. Donc ça, c'est la version européenne, si vous voulez, cette espèce d'obsession avec la question musulmane et de l'invasion islamique. Mais le pendant, dans ces fameuses anciennes colonies britanniques, c'est l'idée selon laquelle, non seulement de façon endémique, il y a des minorités qui résistent, contre lesquelles il faut se défendre, et donc on prend un coup Jean Raspail, un coup Renaud Camus, mais en effet, le socle de tout cela, c'est l'histoire, dès le XVIIe siècle, d'une population blanche coloniale qui s'inquiète, à raison, de la résistance des indigènes et des opprimés à leur occupation. Alors, est-ce que, Nicolas Lebourg, on peut parler d'une inflexion dans l'histoire de l'extrême droite, parce que Sylvie Laurent expliquait tout à l'heure qu'il y avait vraiment continuité dans l'histoire des États-Unis entre cette représentation-là du monde et ce qui s'est déroulé à l'époque esclavagiste. Et ensuite, est-ce qu'on a affaire à une nouveauté ou bien est-ce qu'on a le développement des mêmes thèmes avec finalement un habillage, des mots peut-être un peu nouveaux ? Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, de manière très claire, en 1948, Oswald Mosley, qui avait été le leader des fascistes britanniques, est le premier à proposer une organisation raciale du monde, à expliquer comment on doit enlever les Africains du sol européen, mais que les Européens, eux, doivent sortir d'Afrique. Et qu'ainsi, chaque race doit avoir son continent, son espace d'organisation et renoncer au colonialisme. Donc ça, par exemple, Oswald Mosley était cité par Tarrant, le terroriste de Christchurch, avec ses idées comme quelque chose qui serait un modèle pour assurer la paix. On retrouve ça dans le manifeste de Gandron, celui le terroriste de Buffalo, qui explique également qu'effectivement chaque culture, chaque race doit s'organiser dans sa propre communauté, dans son propre espace. Donc là, il y a bien des ruptures qui existent. Le paradoxe étant qu'il faut bien voir que l'époque coloniale, et ce à quoi se référait Sylvie Laurent, quand vous prenez avant la Première Guerre mondiale, les Européens dominent un tiers des terres émergées au monde. Mais en même temps, c'est à cette période-là, à la fin du 19e, que vous avez les premiers grands fantasmes d'invasion de l'Europe, avec un livre qui a un succès formidable qui s'appelle L'Invasion noire, avec la thématique du péril jaune et l'idée qu'effectivement l'Asie... L'Invasion noire, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, Nicolas Lebourg ? Alors c'est un ouvrage qui paraît au début du XXe siècle, qui a un succès tout à fait phénoménal et qui explique comment l'Afrique va se déferler sur l'Europe, guidée par l'islam, guidé par les musulmans, et comment l'homme blanc est en fait au bord du collapse, au bord de sa destruction, au moment même où justement l'Europe, elle, a organisé avec la conférence de Berlin la colonisation de l'Afrique, au moment même où cette Europe domine effectivement militairement et politiquement le monde, il y a cette inquiétude d'un renversement de la colonisation. Et M. Camus, de manière peu original, c'est ce que fait l'extrême droite partout en Europe depuis les années 60, retourne par exemple le vocabulaire anticolonial, dit c'est nous qui sommes colonisés, nous sommes un mouvement de libération nationale. Ça même d'ailleurs, je faisais référence à la presse extrême droite de la fin des années 40, l'idée d'une occupation, d'une colonisation de l'Europe par les Noirs, par les Asiatiques, vous la trouvez dans la presse d'anciens collaborationnistes dès la fin des années 1940. D'accord. Donc on a effectivement cette filiation-là. Est-ce que ces ouvrages sont-ils lus, Sylvie Laurent ? Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait une forme de snobisme à présenter tel ou tel titre. Mais alors, en tout cas, on voit qu'il y a une diffusion sur Internet extrêmement
rapide de ces idées et également une uniformisation de cette, je ne sais pas très bien comment la qualifier, cette sous-culture d'extrême droite. Je vous laisse le choix des termes pour tenter de cadrer un peu ce que seraient ces différentes représentations et idéologies. Ah non, ce n'est pas du tout une sous-culture, c'est vraiment devenu un élément, cette forme de représentation du monde, en effet, sous l'ordre Ce de... que j'appelais, sous-culture par rapport à ce que pourrait être une représentation historique des choses ou une vision, comment dirais-je, plus lettrée et plus fine de réalité sociologique. Alors, si les lettrés et les gens qui avaient des lectures plus fines sociologiquement étaient prémunis du racisme le plus grossier, ce serait une bonne chose. Il se trouve que dans les années 90 en particulier, un certain nombre d'ouvrages ont été publiés qui ont eu un très très grand succès, qui n'étaient pas des ouvrages marginaux, néo-nazis, avec un petit peu une odeur de soufre, mais des ouvrages parfaitement grand public sur le péril migratoire, sur le suicide démographique à venir des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que se forment des institutions comme celle qui s'appelle ALEC aux États-Unis, visant à protéger le pays de ce qu'on appelle l'invasion migratoire. Et ce thème de l'invasion migratoire et du fait que la majorité devenait une minorité et que les anciens dominés devenaient les dominants, c'est devenu quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages. Newt Gingrich, par exemple, qui a été une personnalité très importante, défend cette idée selon laquelle il y a une crise démographique à venir et derrière la réalité, en effet, d'un rééquilibrage démographique des États-Unis à échéance de 2044, il y a, si vous voulez, un paradigme de la dépossession, de la minoration qui se colle à quelque chose qui est une politique publique extrêmement restrictive sur le plan migratoire. Mais n'importe qui vous parlerait de migration aux États-Unis est au courant de toute une littérature et de tout un paysage culturel dans lequel les migrants sont une masse informe qui déferle à l'image de ce qu'on pouvait retrouver dans la littérature européenne dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que cette littérature, alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, Régis Debray a consacré au Camp des Saints dont vous parliez, Sylvie Laurent, ce roman de Jean Raspail, une émission dans la série qu'il a consacrée justement à ces livres qui se sont mondialisés. Vous le retrouvez sur le site de France Culture. Moi, j'ai lu Le Grand Remplacement de Renaud Camus. Et alors, si on compare ce livre, Nicolas Lebourg, à la littérature d'extrême droite, je ne sais pas, depuis Gobineau, parce que dans cette littérature-là, il y avait une tentative de singer un certain nombre de notions, de concepts issus des sciences sociales. Avec Renaud Camus, on n'est plus du tout dans ce registre-là. Il y a en fait un certain nombre de termes qui sont employés les uns pour les autres, l'ethnie, la race, le peuple. On ne sait pas très bien de quoi il parle à proprement parler, et on n'a vraiment pas affaire à un ouvrage de sciences sociales, Nicolas Lebourg. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, M. Camus le revendique. Il revendique d'avoir un regard littéraire. Et quand on lui dit qu'effectivement, sa conception de grand remplacement ne tient pas la route par rapport aux statistiques démographiques et aux progressions, il répond que les sciences sociales n'ont pas d'importance, il l'assume complètement. Mais il faut bien voir, en fait, M. Camus n'a que peu d'importance dans cette affaire. On a fait un documentaire pour LCP sur l'histoire du grand remplacement, qui est disponible en ligne si les gens le cherchent. On a cherché le premier tweet à un moment avec l'expression en anglais grand remplacement, pour voir comment c'est arrivé aux États-Unis au moment Charlottesville. Et on s'est rendu compte que le premier tweet en anglais, c'est un article de RT. RT, vous vous souvenez, c'est cette chaîne de soft power russe, d'influence russe qui existe, qui fait un article sur un tweet de Robert Ménard qui utilise l'expression grand remplacement. Résultat, le premier tweet en anglais, vous voyez, avec l'expression grand remplacement, c'est RT, une chaîne russe qui parle de Robert Ménard. Et on est quelques semaines avant Charlottesville, où on va retrouver cette formule de grand remplacement. La circulation des idées, c'est une circulation de signes, de symboles, pas d'un corpus de livres, pas des textes de Renaud Camus, ils sont peu importants. On le voit d'ailleurs quand on regarde le manifeste là, de Buffalo de manière très simple. Dès la couverture, c'est marqué du soleil noir, qui est le symbole des accélérationnistes depuis quelques années, des nationalistes blancs, qui était sur la couverture de Tarrant, de même qu'il y a des copier-coller, ils ne se fatiguent pas, il y a un certain nombre de copier-coller du manifeste de Tarrant. On est sur un marché des signes interchangeables à l'échelle mondiale, pas sur du référentiel doctrinal avec des grands textes étudiés et 53 points de programme. Oui, on voit effectivement qu'on a affaire à des glissements et à une sorte de diffusion extrêmement rapide, une caution aussi politique qui est donnée, Sylvie Laurent. Alors ça, vous l'évoquiez aux États-Unis.
Oui, alors, y compris, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faudrait se garder d'intellectualiser à outrance ce qui naît, si vous regardez cette profession de foi, parce qu'on peut à peine parler de manifeste, c'est presque un pastiche de l'ensemble des idées racistes qui circulent, et on met ici ou là, on saupoudre de quelques références et de quelques mots qui font tout de suite très substance et qui font très référentiel, alors qu'en réalité, c'est l'infériorité intellectuelle, c'est ce qui, en revanche, est intéressant par rapport à la question de la récupération politique, ou en tout cas de l'écho ou de la porosité politique, c'est que le fond du fond, c'est une lecture de la société qui justifie les structures hiérarchiques par l'incapacité des populations marginalisées, pauvres et discriminées à s'adapter à la société. La vieille idée raciste qui est demeurée immuable et parfaitement, c'est un invariant de la pensée raciale, considérait que si les Africains-Américains vivent à Buffalo, dans l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, s'ils ont été tués dans ce supermarché qui s'appelle Tops, parce que c'était le seul supermarché de tout le quartier où on pouvait avoir son ordonnance remplie par un pharmacien, où on pouvait acheter quelques produits alimentaires, que ce racisme structurel-là, encadré par les institutions et ancré dans l'histoire, c'est en réalité parce que les Noirs ne veulent pas se donner la peine d'aller travailler. Et cette espèce de rationalisation des logiques racistes, c'est un lieu commun du Parti républicain. L'idée selon laquelle Donald Trump, mais nombre de ses avatars le répètent, qu'il ne sert à rien de dépenser l'argent social pour les minorités, puisqu'elles sont incapables de sortir de cette culture endémique de pauvreté, de sous-culture et de jérémiade. Ils se plaignent tout le temps, comme les féministes. Ils ne sont jamais capables de se prendre en main. Et c'est bien sûr ce que l'on retrouve de Robert Ménard aux élus républicains, mais aussi d'un certain nombre de gens de centre-gauche qui reprennent l'idée selon laquelle Black Lives Matter est un peu raciste quand même dans son insistance sur le caractère structurel des oppressions, et que l'on peut entendre ici ou là dans l'idée des territoires perdus de la République ou de gens qui ne veulent pas s'intégrer. Vous voyez, si vous voulez, il y a cette idée que le fardeau de l'incapacité à avoir une société égalitaire réside sur les épaules de ceux qui sont opprimés, et c'est exprimé de façon en verbatim dans ce texte de l'assassin de Buffalo. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Lebourg ? Oui, j'insisterai peut-être sur un point, en tout cas, par rapport à ce texte et à l'histoire des extrêmes droites, c'est il faut, dans le texte de Gendron, il insiste à un moment, il dit que c'est l'unité qui est la vie, que la diversité, c'est justement la destruction, ou alors ça doit être une diversité à l'échelle globale, et que donc lui, il se bat pour que l'Afrique soit noire, que les États-Unis et l'Europe soient blancs, etc., etc. Et ça, c'est une question absolument centrale, c'est-à-dire que le moteur du racisme, il faut bien comprendre, c'est l'apologie du nous aussi. Parce qu'une fois que le nous est épuré, une fois qu'on a une communauté régénérée par son épuration, effectivement, c'est une utopie. C'est une utopie, le racisme. L'idée qu'on va avoir une communauté solidaire, organique, etc. Et cette dimension, souvent, là, est une dimension qui est peu perçue, alors que, par exemple, dans le texte de Gendron, c'est une insistance tout à fait. Il ne s'agit pas juste... Il hait les Noirs, il hait les Juifs, il le dit de manière très très claire. Je veux dire ça, au moins, on gagne du temps. Mais... en même temps, c'est parce qu'il y a une apologie de l'unité du monde blanc et l'utopie d'un monde blanc qui serait fraternel une fois qu'il aura été épuré de ses minorités ethniques. Et c'est ça une dimension idéologique qui est extrêmement importante et qui est la motivation profonde, ce désir de société organique de l'ensemble des extrêmes droites, qu'elles soient démocrates ou qu'elles ne le soient pas, de l'ensemble des rejets qu'on pointe souvent uniquement comme des rejets. Il faut bien voir cette part séductive, cette part attractive, cette part autophile qui existe et qui est vraiment cette valorisation du nous qui est un élément essentiel de la dynamique idéologique. Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir, Nicolas Lebourg, dans quelle mesure l'extrême droite française est ou non réceptive à ces idées, les extrêmes droites d'ailleurs, parce que là aussi, c'est un marché idéologique qui devient de plus en plus large. Oui, tout à fait. Surtout dans l'extrême droite française, par exemple, il y a toute une partie très, très importante et conséquente de l'extrême droite française qui n'a pas du tout des conceptions raciales, qui est dans l'apologie du rapport à la nation. C'est cette vieille affiche qui est souvent citée dans l'histoire des extrêmes droites, 3 couleurs, un drapeau, un empire, et 3 couleurs sur l'affiche. Vous aviez un homme noir, un homme asiatique, un homme blanc, et cette idée que la France, justement, par son génie, est capable de rassembler comme ça les races. À côté de ça, bien évidemment, vous avez des courants des extrêmes droites françaises qui sont totalement sur une question d'une blanchité extrêmement dure.
et sur l'idée qu'il y a une épuration tout à fait unique à organiser de la nationalité. C'est très pluriel, l'extrême droite. C'est cette conception d'un tout organique de la nation qui est essentielle, mais après le rapport entre nation et race, il y a vraiment un grand nombre de courants qui existent, parce que c'est tout à fait ce que vous venez d'utiliser comme expression. C'est un marché idéologique comme les autres champs politiques, comme à gauche, il y a plein de courants, comme à droite, il y a plein de courants. Et aux États-Unis, en matière d'extrême droite, je ne sais pas d'ailleurs si le terme en tout cas ne s'appliquerait pas à l'identique pour les États-Unis, puisque c'est politiquement structuré autrement, Sylvie Laurent, mais a-t-on affaire à différentes nuances de gris ? Alors on retrouve bien sûr cette espèce de tribalisme dont on parlait, cette idée d'un groupe blanc, etc. Peut-être ce qui est intéressant, c'est la nouvelle tendance au sein de nouveaux groupes d'extrême droite dont nous avons entendu parler à la faveur du 6 janvier dernier, notamment les Proud Boys, à 6 mettre janvier, donc l'insurrection du Capitole par des membres en grande partie d'extrême droite organisée, la mise en avant d'hommes venus des minorités hispaniques, hawaïens. Avec cette idée, vous voyez, nous ne sommes pas racistes puisque nous avons des minorités en notre sein, ce qui est bien sûr un tour de passe-passe que l'on retrouve au Front National, puisque si, par exemple, tous ces hommes peuvent avoir en commun une lecture masculiniste, très hostile au mouvement féministe ou au déclin de la culture générale, ils se retrouvent quand même tous dans l'idée que la société peut être diverse, mais qu'elle devra toujours être hiérarchisée avec les Blancs au sommet, avec les hommes au sommet, avec les détenteurs en général du capital. Donc il y a une espèce de discours de surface qui laisse entendre qu'il n'y a pas de racisme au sens où les minorités de couleur seraient exclues, mais si elles sont intégrées, c'est à la condition et à la condition seule que la hiérarchie soit respectée et que chacun soit à sa place. Cette vision que l'on retrouvait dans le Grèce, le mouvement sociologique français, qui donnait l'idée que chacun c'est chez soi et que finalement il y a mixité qu'à nos dépens. Oui, c'est ça, c'est le grand désordre du monde qui est une hantise en soi. Voilà, et que respecter les races, finalement, c'est laisser chacun dans son aire géographique. C'est aussi une autre forme d'épistémologie de la négation, c'est-à-dire prétendre que l'on n'est pas raciste, mais que chacun est mieux chez soi. Comme on le disait dans le Front National des années 80, je n'ai rien contre les Algériens, mais je préfère qu'ils soient en Algérie, je n'ai rien contre les Sénégalais, mais je préfère qu'ils soient au Sénégal, et je préfère que les Français restent entre eux. Et donc, derrière cette espèce d'antiracisme tribaliste, il y a évidemment une vision très coloniale et toujours très hiérarchisée de l'ordre général du monde. Bon, à ceci près qu'aux États-Unis, évidemment, Nicolas Lebourg, alors là, on se retrouve en contradiction avec l'histoire même de l'État et du coup, le suprémacisme est quelque chose qui est obligé de revisiter l'histoire américaine pour l'extrême droite française. Comment voit-elle l'histoire de France ? Alors c'est amusant ce que vous dites, parce que Gendron, effectivement, dans le manifeste qu'il a publié avant l'attaque de Buffalo, revient là-dessus en disant oui, bon, d'accord, les États-Unis ne sont pas blancs au départ, mais néanmoins, historiquement, ils sont installés depuis tellement longtemps qu'il serait impossible de les chasser tous pour qu'ils reviennent en Europe. Alors évidemment, c'est un argument tout à fait réversible par rapport à son point de vue idéologique et par rapport à d'autres groupes, on pourrait dire, mais lui le présente comme ça et le conçoit comme ceci. Le rapport là-dessus, cette question-là, elle est compliquée parce que pour les nationalistes radicaux américains, en fait, il y a un ouvrage qui est paru en 1948 qui a résolu la question pour eux, qui est un ouvrage d'un théoricien américain qui s'appelle Francis Parker Yockey, et qui explique que l'utopie, c'est l'Europe, mais que l'Europe, en fait, c'est pas un continent, c'est une race, c'est un sang. Et on retrouve ça aussi dans le texte de Gendron. Il utilise l'expression l'Europe, en fait, pour désigner l'ensemble des Blancs à travers le monde. Donc, il y a effectivement un paradoxe historique pour les Américains, mais qui arrive à tenir à peu près droit, à peu près d'équerre, grâce à quelques jeux sémantiques. Un jeu sémantique effectivement qui est très présent dans cette littérature. Sylvie Laurent, un mot de conclusion sur ce mouvement dont on a vu, hélas, les exactions. Est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui en train de tenter de s'en prendre à ces criminels ? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté politique de lutter contre le suprémacisme blanc ?
Il y a certainement une volonté politique de Joe Biden et de Merrick Garland, qui est le ministre de la Justice. La question est, y a-t-il une volonté de la société civile ? On assiste depuis quelques semaines à l'adoption dans plus de 15 États de lois visant à interdire les manuels d'enseignement antiracistes, antisexistes et anti-homophobes qui participent de cette idée qu'il y a un danger qui menace les Blancs traditionnels. Et tant que les Américains seront entretenus dans cette idée parfaitement conspirationniste, mais parfaitement généralisée et consensuelle, que leur primauté est menacée par quelque chose qui serait la grande conspiration des démocrates, des juifs, des gens de couleur aux États-Unis, il y aura une forme de complaisance, comme ça a été le cas pour Kyle Rittenhouse, qui avait traversé un cordon de police avec son arme après avoir tué 3 manifestants lors des insurrections de Black Lives Matter en 2020 à Kenosha. Il y aura une forme de compréhension pour ceux qui visent à être les chevaliers de la race et à défendre l'Amérique blanche. Merci Sylvie Laurent. Je rappelle que vous êtes historienne et on vous doit notamment Pauvre petit blanc aux éditions de la MSH. Merci Nicolas Lebourg, chercheur à l'université de Montpellier. Je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Quentin Lafay et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quentin, vous nous parlez ce matin dans les nouveaux lieux de rencontre entre les humains et les animaux sauvages, et parce qu'ils sont de retour en effet dans l'espace urbain, et on se demandera si cette nouvelle rencontre est souhaitée ou non par les deux parties. Géraldine, vous, dans votre carnet de philosophie, vous allez nous raconter qu'on vous a dit que vous étiez mal habillé. Ouais, et on m'a dit juste après, mais surtout, ne le prenez pas contre vous. Allez, dans quelques instants.